Bon, j'ai l'impression que Bruno n'arrive pas à se connecter, donc c'est pas grave, je vais m'auto-modérer dans ce cas-là. Donc, bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de synovie pilonodulaire pour cette nouveau mercredi du COFA. Donc, je vais mettre en mode présentation. J'espère que vous voyez tout bien mon écran. Donc, je vais parler aujourd'hui de la synovie pilonodulaire à la fois sur le plan diagnostic et je vais aller rapidement sur la prise en charge parce que c'est vrai que c'est une pathologie assez rare. Donc finalement, je vais vous donner les principes, mais ce ne sera pas forcément quelque chose de très détaillé. Donc sur le plan nosologique, la synovie pilonodulaire a eu de nombreux noms, je vous ai mis tout ça. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement hétérogène, et justement parce qu'il s'agit d'une pathologie extrêmement hétérogène, on va le revoir notamment sur le plan histologique. Donc l'aspect de la synoviale est celle-ci, donc c'est réellement une tumeur de la synoviale avec un aspect très hétérogène du tissu. Et comme on le voit ici, on comprend des cellules géantes. Il faut voir que c'est des cellules importantes de cette tumeur. Ici, des cellules plutôt fibroblastiques, ici des dépôts d'hémosidérine et pas mal de macrophages un peu tumeux. Donc, un aspect qui ne fait pas finalement très tumoral, puisqu'il y a des cellules un petit peu diverses et ce n'est pas du tout monomorphe. Et c'est pour ça que tout un moment, on se demandait même si c'était une tumeur de la synoviale. Je vais vous montrer que c'est depuis beaucoup mieux compris. Donc, je vous donne les classifications. Maintenant, il y a des définitions qui sont officielles par rapport à justement cette dénomination. Donc, il faut savoir que la synovite bilonodulaire ou SBL fait partie du grand groupe qu'on appelle les tumeurs ténosynoviales à cellules géantes. Donc, comme dit le nom, c'est ténosynovial, donc ça atteint à la fois les tendons et la synoviale, donc ça peut atteindre. Et dedans, on a des cellules géantes à l'intérieur, comme on voit ici sur l'histologie. Et lorsqu'on regarde ce grand groupe de tumeurs ténosynoviales à la cellules géantes, on a une première partie donc, qui sont des atteintes extra-articulaires. Donc, dans ces atteintes extra-articulaires, en fait, on a une atteinte des tendons. Et celles-là, on les appelle, je n'en parlerai pas aujourd'hui, des tumeurs en cellules géantes, des gaines tendineuses. Donc, on a des formes localisées et diffuses. Mais alors, c'est vrai que le rhumatologue, on peut être sollicité sur une stupéfaction, notamment en échographie. Mais c'est vrai qu'on est peut-être moins impliqué dans la prise en charge de ces patients. Donc, lorsque c'est extra-articulaire, on appelle ça tumeur des gaines tendineuses. Et lorsque c'est articulaire, ces tumeurs justement à cellules géantes, ça peut être des synovites pilonodulaires, classification. Et on va voir aujourd'hui qu'on différencie les formes localisées des formes diffuses, à la fois importantes pour la nosologie, mais également pour le pronostic, puisque pour la prise en charge, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, je vous mets un petit film d'une forme diffuse de ténosynovite, de synovite pilonodulaire. On voit donc ici en arthroscopie que c'est plein de villosité, comme le nom l'indique. Et ici, vous avez vu, c'est un peu comme de la rouille. C'est des dépôts d'hémosidérine présents au niveau de la synoviale. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi synovie pigmentaire, parce qu'il y a plein de pigments d'hémosidérine et c'est rempli de villosité. Donc ça, c'est de la prolifération synoviale. Et on verra que cette prolifération elle peut être soit diffuse, comme c'est le cas ici, soit plutôt localisée. Et on a à droite un IRM qui montre cette forme diffuse avec une atteinte ici postérieure, antérieure, dans toute la qualité. A contrario de ces formes diffuses, on a les formes qu'on dit localisées. Donc là, on voit la une, par exemple, comme nodulaire. Alors, vous avez vu que ce n'est pas du tout la même chose. On a, à part ce nodule ici qu'on voit au niveau de l'IRM, on voit ici au niveau d'une arthroscopie, c'est bien localisé. Il y a une coque tout autour et il y en a nulle part ailleurs. Donc ça, c'est une forme nodulaire. Et vous imaginez bien que sur le plan pronostic, c'est bien meilleur, puisque si jamais vous arrivez à faire une exérèse complète de ce nodule, là, on peut arriver à la guérison. A contrario, dans les formes diffuses, c'est hélas difficile d'avoir la guérison, hormis de réaliser une synovectomie globale et très importante. Donc, on va avoir juste un petit peu de physiopathologie, puisque comme je vous le disais, c'était une tumeur qui initialement n'était pas forcément bien étiquetée comme telle. On pensait que ça pouvait être post-traumatique, inflammatoire, simplement parce qu'il y avait pas mal de cellules assez hétérogènes. Donc, un papier de 2006 parlait d'effet paysage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, ils se sont rendus compte, après analyse de la synoviale, que finalement, c'était bien une tumeur, parce qu'il y avait quelques cellules, on reverra, dans la synoviale qui surexprimaient un facteur, le MCSF, CSF1, donc c'est macrophage stimulator, et que cette surexpression était bien en rapport avec des anomalies génétiques acquises et qui
donc correspondait à une transformation d'une cellule dans la synoviale qui devenait tumorale, avec, dans cette étude, mise en évidence une translocation entre le MCSF et le gène du collagène, ce qui fait que sous l'influence de ce promoteur avec une transcription importante, on conduisait à une surexpression du MCSF. Donc ça a été une avancée importante, on va le revoir aussi dans la prise en charge et dans la compréhension de la maladie. Donc ils avaient fait 30 synovies bilonodulaires et ils avaient mis en évidence chez 24 tumeurs une translocation MCSF collagène 2. Ça, c'est une immunohistochimie qui vous met en évidence l'expression ici du MCSF. Et vous voyez que c'est très diffus, très intense, mais quelques cellules. C'est-à-dire qu'on dit que globalement, sur une coupe comme ça, on a 2 à 16% des cellules qui sont tumorales, et le reste de la tumeur, en fait, c'est du réactionnel. C'est pour ça qu'on voit ici un infiltrat important. On le reverra principalement macrophagique. Donc 2% des cellules induisent la prolifération du reste. Et la cellule qui est transloquée, retenez que c'est donc le synoviocyte, ce n'est pas le macrophage. La cellule tumorale, ce n'est pas la cellule macrophagique. Et ici, vous avez vu qu'on peut voir des marquages. La cellule un peu allongée ici, qui exprime fortement le MCSF. Elle a des marqueurs CD90 et podoplaline, qui sont des marqueurs de synoviocyte. Et donc, il faut retenir que seuls 2% des cellules sont mutées. Ça, c'est d'autres immunohistochimies. On voit, vous avez vu, c'est toutes ces cellules qui marquent fortement et expriment le MCSF. Alors, il faut savoir que cette expression de MCSF, elle n'est pas spécifique forcément de la SVN. C'est son côté intense et diffus. Là, je vous mets par exemple une histologie de polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez qu'on a bien des synoviocytes qui expriment aussi le MCSF, mais uniquement le lac discordant. Alors, dans la SVN, on avait même dans le sport. Donc, c'est plus l'expression plus que localisée qui évoque la pathologie tumorale. Pour terminer avec la physiopathe, sachez que ce que je vous ai montré, cette translocation MCSF collagène, c'est pas la plus fréquente en fait. Enfin, c'est la plus fréquente dans l'étude que je vous ai montrée, mais finalement il y en a plein. Il y a d'autres études qui ont montré que les anomalies génétiques à l'origine de la surexpression de MCSF n'étaient pas simplement des translocations avec le collagène, mais aussi des délétions ou des translocations avec d'autres gènes, PCAM, interféron ici, CDH1. Et même, vous avez vu que environ 30% des tumeurs n'ont pas de surexpression du MCSF. C'est-à-dire que c'est qu'une partie de l'histoire. Ce qu'on sait, c'est que toutes ces anomalies génétiques conduisent à la surexpression de la MCSF, mais ce n'est pas toujours une translocation, forcément une translocation de ce gène avec le collagène. Et donc, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a d'autres proto-oncogènes qui peuvent être impliqués, indépendamment du MCSF. C'est le CBL. C'est un proto-oncogène qui est impliqué dans l'ubiquitinisation, c'est dur à dire, de l'ADN. Et donc, on a parfois justement des mutations associées où les gens ont plusieurs anomalies génétiques et toujours focales dans certaines cellules de la synoviale. Donc, pour résumer, cet effet paysage, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez donc une mutation somatique qui survient au cours de la vie dans des cellules synoviocytaires qui conduit à une surexpression du MCSF, avec très peu de cellules mutées. Par contre, ce MCSF va être sécrété en abondance et votre synovie bilonodulaire, en fait, ça va être principalement macrophagique parce que ce qui exprime le MCSF récepteur va proliférer. Et c'est pour ça qu'on a une collection de cellules macrophagiques, qu'elles soient cellules géantes, macrophages fumeux, on va le revoir, qui sont dans 98% donc des cellules, mais qui sont simplement réactives. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend également l'histologie de la synovie bilonodulaire, qui comprend des cellules mononucléées qu'on va revoir, mais qui sont très faiblement présentes. Les cellules caudales sont des synoviocytes. Généralement, on ne fait pas un podoplanning postérine, c'est de la localisation histologique. Des grandes cellules allongées, cytoplasme éosinophiles, c'est des cellules quand même tumorales, donc elles prolifèrent. Et surtout, elles sont négatives pour les marqueurs macrophagiques. Et à côté de ça, vous avez toute la composante macrophagique qui est dite réactionnelle. Et là, vous avez plein de monde et plein de types différents de macrophages, finalement, des cellules géantes, des macrophages fumeux, et des sidérophages qui sont aussi des macrophages qui ont phagocyté des globules rouges. C'est comme s'il y avait une activation de toute la lignée macrophagique dans la synoviale. Et après, on a bien sûr des tissus de soutien, mais ce n'est pas ça qui fait la caractéristique. Donc, voilà quelques images. Les synoviocytes pathologiques, on les voit ici au milieu de la coupe. Donc, c'est ces cellules ici allongées
éosinophile, un petit peu grosse. Et c'est simplement ça qui va s'extraiter ici du MCSF et tout le reste qui est attiré, qui prolifère autour de ces quelques cellules tumorales. Ça conduit à la formation alors, de ce qui est caractéristique, je vous l'ai montré au niveau de la dénomination même de la maladie, ces cellules géantes qui font des fusions de macrophages, qui ont des marqueurs d'ostéoclastes, qui expriment RANK ligand, RANK, et la trappe, mais qui, lorsqu'elles tournent dans le synovial, ne résorbent pas. On a ces macrophages qui ont phagocyté des globules rouges qui sont liés à des petites hémorragies dans la synoviale, très utiles, on le verra pour le diagnostic. Et enfin, des gros macrophages qui se chargent ici de triglycérides et qui sont ce qu'on appelle des macrophages spumeux, qui sont une autre variété de macrophages et qui sont aussi activés dans ce contexte, sachant que même s'il y a un peu de gras dans la synoviale et dans ces macrophages, on ne le voit pas à l'IRM. On verra qu'il n'y a pas du tout de composante graisseuse dans les synoviales pilonulaires. Voilà une coupe où il y a tout. Alors, ça, c'est typique. Si la salle l'anapathe peut être sûre que c'est bien une SVN. Un macrophage ici, et donc cellules géantes, des dépôts ici d'hémocylérine, et puis des macrophages qui se sont chargés en gras là, avec des zones de macrophages. Alors, forcément, là, dans les topos, on fait toujours des trucs un peu typiques. Sachez que ce n'est pas forcément toujours si typique et que les anapathes, parfois, ils ont du mal. Et lorsqu'on prend une histologie de synovie bilonodulaire, en fait, c'est très hétérogène. Parfois, il y a des absences de cellules géantes. Okay. Parfois, il y a des zones de nécrose. Parfois, c'est tellement, ça ressemble plus à de la synoviale. Il faut se méfier aussi. Et puis, c'est parfois difficile de faire la différence entre deux tumeurs, cette fois malignes, synoviale, donc sarcome synovial, un sarcome épithélioïde. Et donc, ça, c'est pour ça qu'il y a toujours une corrélation très importante à faire avec la clinique et l'imagerie qu'on va revoir. Donc, sachez qu'il existe de rares formes malignes. Je vais aller très rapidement des transformations de SVN avec des potentiels métastatiques, mais c'est des case reports, ce n'est pas vraiment du tout la règle. Je vais juste fermer ma fenêtre. Et Bruno, je pense que tu as ton micro allumé, s'il te plaît. Merci. Alors, là, c'était l'intro sur la physiopathe. Maintenant, quand est-ce qu'on doit évoquer en tant que rhumatologue une synovie villonoducale? C'est vraiment la question. Donc, sachez qu'il y a souvent du retard diagnostique, mais tout simplement parce que c'est une pathologie extrêmement rare. Donc, on s'est estimé à 4 pour 1 million d'habitants. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est relier à votre département, essayer de penser là où vous habitez. Donc, moi, c'est la Loire-Atlantique ici, pour ceux qui ne savent pas. Il y a 1,5 million d'habitants en Loire-Atlantique. Ça fait que ça fait à peu près 6 cas par an dans le département, ce qui est quand même pas beaucoup. Vu qu'on recrute un petit peu à l'extérieur aussi dans les centres un peu limitrophes, ce qui fait qu'on a une dizaine, quinzaine de cas par an, pas plus, dans un centre tertiaire. Donc, effectivement, ça explique le retard diagnostique et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais parce qu'on ne diagnostique pas, mais par contre, il va falloir savoir y penser en tant que rhumatologue, puisque les patients peuvent venir nous voir pour des symptômes évocateurs de SVN. Donc, quels peuvent être ces symptômes? Alors déjà, sachez que c'est plutôt une pathologie de la personne jeune, relative, mais 20 à 40 ans, le pic de fréquence. Plutôt des femmes, même si la prédominance, il y a quand même une petite prédominance féminine. Donc, quelqu'un qui vient, chez qui il faut plus le suspecter, c'est entre 20 et 40 ans. Et ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'a pas la même clinique en fonction d'une forme diffuse ou d'une forme nodulaire. Donc, les formes nodulaires, là, je vous en ai mis une. Ça donne un tableau clinique qui est assez spécifique, assez évocateur. Ce n'est pas du tout des hémorragies comme on a l'habitude de voir dans les bouquins, mais c'est vraiment des tableaux qui peuvent mimer une pathologie méniscale. Les gens, ils vont avoir des douleurs, certes, mais des blocages, des claquements, et parfois peuvent sentir une masse. Alors là, c'est vraiment une localisation très classique pour le OFA, mais parfois ça peut être plus superficiel. Ils sentent une boule qui claque, parce que c'est une boule de synoviale en fait qui passe dans l'articulation. Et j'ai vu des patients qui avaient carrément des blocages qui ont dû être réduits, soulagés, comme une once méniscale, par exemple. Donc, vous voyez que dans ces formes nodulaires, on a quand même un épanchement. On peut avoir en tout cas un épanchement. Et quand on fonctionne cet épanchement, faites attention parce qu'il peut être mécanique ou aussi inflammatoire, mais souvent pas du tout hémorragique. L'hémorragie va venir quand il y a une atteinte diffuse de la synoviale. Donc, si jamais on fonctionne, c'est vrai que ce n'est pas forcément très inflammatoire, mais on peut avoir des épanchements un peu borderline. Mais généralement, c'est plutôt mécanique. Donc ça, c'est la première forme. Retenez que c'est une forme qui est plutôt comme une pathologie un peu méniscale. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de patients qui nous sont adressés par les chirurgiens orthopédistes
parce que finalement, le patient vient avec des blocages, il a une IRM, et l'IRM fait le diagnostic. Ensuite, les formes de diffus, c'est différent. Ça, c'est une forme qu'on avait pu fonctionner dans le service. Avec là, effectivement, cette évocatrice hémarthrose sans contexte particulier, avec un épanchement à répétition, un gonflement très diffus de l'articulation, avec une masse tissulaire, donc c'est dans les formes extrêmes. Mais malgré tout, la présence d'une hémarthrose évoque plutôt une forme diffuse de synovite. Donc, quand évoqué pour le rhumatologue, moi je pense, avec un petit peu d'expérience. Donc, c'est vrai que c'est plutôt là, un sujet jeune, entre guillemets, hein, si on considère que quelqu'un, globalement, 40 ans est jeune, mais bon, 20 à 40 ans. Clairement, c'est le genou qui est l'articulation la plus atteinte, dans 80-90% des cas, donc le genou. Bien sûr, toute hémarthrose sans cause évidente, pas d'anticoagulant, pas de traumatisme, mais chez un sujet jeune au niveau du genou, doit faire une IRM pour évoquer justement ce diagnostic. Mais méfiez-vous parfois de tableaux un peu mécaniques, des blocages récidivants. Et c'est surtout, en fait, il faut y penser quand le bilan étiologique est négatif, hein, notamment sur une arthrite récidivante assez peu inflammatoire au niveau du genou, quelqu'un de jeune. On va rapidement à l'IRM pour quand même éliminer ce diagnostic, parce qu'on va le revoir maintenant, est quand même très fortement évoqué à l'IRM. Donc, est-ce qu'on peut faire alors forcément d'autres examens complémentaires pour faire le diagnostic? On a des signes indirects. Hein. Ici, vous avez des exemples. C'est forme ici du OFA. On a une opacité qui est visible à la radio ou alors à l'échographie. Même si je suis un grand fan d'échographie, on peut suspecter peut-être SVN à l'échographie, mais jamais on pourra l'affirmer. Parce qu'à l'écho, c'est assez spécifique. Regardez un petit peu là, c'est une forme diffuse que je vous ai mise avec en fait une synovite assez proliférative, un peu nodulaire, hein, hypoéchogène, hyperéchogène. Donc, différencier ça d'une grosse synovite de PR ou d'une synovite infectieuse, ça va être compliqué. Donc, le Doppler n'est pas forcément très, très fort, même si il peut être positif. Donc, rien de très spécifique à l'écho. Donc, il y a peut-être une image à connaître pour les échographistes, quand même, c'est celle-là, parce que je vous disais, une des zones de développement très classiques nodulaire, c'est le OFA. Donc, faites une coupe antérieure au niveau du OFA. Ici, on a le ligament patellaire, vous avez le OFA. Et si vous avez une masse hypoéchogène au fond comme ça, tissulaire, Doppler négative ou même un tout petit peu Doppler positif, c'est très, très évocateur d'une SVN, si jamais il n'y a rien dans le cul-de-sac. Parce que c'est une localisation très classique. Donc, vous allez de toute façon demander une IRM. Hein. Et, sachez que c'est évocateur en échographie. Donc, j'en viens à l'IRM, parce que c'est le mode de diagnostic. Ça permet de poser le diagnostic, mais pas simplement. Ça permet d'éliminer les diagnostics différentiels. Et souvent, nous, on a besoin de relire les imageries pour en être sûr. Et ce qui est hyper important, c'est que ça va conditionner complètement le pronostic. Parce que, comme je vous le disais, dans la mesure où nodulaire et diffuse, ce n'est pas le même traitement, ce n'est pas le même pronostic. L'IRM est l'examen qui va vous permettre de savoir si c'est nodulaire ou diffus et s'il y a une atteinte diffuse, notamment osseuse cartilagineuse. Donc, les séquences à effectuer. Généralement, quand un patient vient, justement, c'est souvent qu'il a eu une suspicion de genou mécanique. Et donc, il va venir avec les classiques séquences pour le genou mécanique. Ce sont des séquences donc, dans les 3 plans, sagittal, frontal et axial en densité de protons ou en T2, et une séquence T1 sagittal. Sachez que ça permet, on va le revoir, de suspecter le diagnostic, mais ça ne permet pas de poser le diagnostic de certitude. Donc souvent, les gens arrivent avec ça et on refait l'IRM. En tout cas, on complète l'IRM, sauf si le radiologue a eu la bonne idée, après la visualisation des premières coupes, de compléter. Donc, je pense que vous le savez, c'est important, donc il faut absolument compléter avec ce qu'on appelle un écho de gradient, T2 étoiles, qui est une séquence qui est très sensible aux artefacts d'homogénéité de champ magnétique. Et comme il y a plein de fer, en fait, ça perturbe le champ magnétique et ça va faire un effet, ce qu'on appelle un blooming artefact, une hypo-intensité dans la synoviale. Et pensez toujours demander à votre radiologue également en complément de montrer systématiquement un T1 FATSAT GADO, puisque ça permet de bien juger ce qui est de la synovite et surtout d'évoquer, on reverra certains diagnostics différentiels. Ça fait pas mal de séquences, mais sans ça, on n'est pas sûr à 100% du diagnostic. Donc, si on revient à l'histologie, on va comprendre l'IRM. C'est donc hétérogène, c'est inflammatoire, c'est vascularisé, et il y a des dépôts d'hémosidérine. Ça va se traduire comment ça à l'IRM, cette histologie. Donc, en séquence T1, vu que c'est inflammatoire, on aura plutôt une iso, voire hypodensité, intensité, pardon.
c'est plutôt comme une lésion un peu inflammatoire. En T2, ou en densité de protons, on aura, vu qu'il y a une composante inflammatoire macrophagique, une hyperintensité, mais comme on l'a vu, assez hétérogène. Il y a des zones où il y a plus ou moins d'inflammation. Et parfois, lorsque vous avez beaucoup de fer, en fait, on a quand même des artefacts en hyperintensité dedans. Donc, ce qui fait qu'en T2, on aura de l'inflammation donc hyper intense, hétérogène, avec des zones un peu hypo-intenses quand il y a beaucoup de fer. En revanche, quand il n'y a pas beaucoup de fer, c'est là où on est embêté, puisqu'on a besoin du T2 étoile, et qui va mettre en évidence justement ces hypo-intensités au sein de la synoviale, caractéristiques, enfin, cas évocatrices, pas spécifiques, on va revoir. Et donc, le T2 GADO, c'est pour donc faire le bilan d'extension, et sachez que c'est une synovite avec une inflammation et une vascularisation, donc on a une prise de contraste un peu hétérogène, comme la synovite vénoculaire peut l'être. Donc, quelques exemples. Là, je vous laisse regarder cette coupe sagittale T1. Et on a ici, alors là, vous voyez, ce n'est pas classique antérieur, c'est en postérieur. C'est aussi une zone assez classique. En arrière des croisés, on a un nodule, ici, iso-intense au muscle, en séquence T1, qui est plutôt homogène. Donc là, on peut avancer pour savoir ce que c'est. Ça, c'est un plus classique en T1 sagittal, cette fois nodulaire également sur le versant antérieur, plutôt iso ou intense. En T2, vous avez vu, là, on a la même tumeur que la première fois, c'est assez hétérogène. On a des zones iso, des zones très hyper-inflammatoires, et ici des zones très hypo, qui sont des zones de dépôt d'hémosidérine. Donc, on a vraiment un aspect très patchy. Là, sur cette tumeur antérieure, dans cytoproton, ici, on voit également l'aspect assez hyper intense, un peu hétérogène, avec des zones de dépôt ici au niveau de la capsule d'hémosidérine. Vous voyez que déjà en T2, on peut détecter des dépôts d'hémosidérine. Donc ça, c'est justement une séquence assez importante, c'est la T2 étoile. Donc vous voyez que finalement, les séquences qui ont au niveau résolution ne sont pas très bonnes, c'est une image qui n'est pas très anatomique. Par contre, c'est très sensible aux artefacts magnétiques, et donc vous avez ici donc, votre fer qui provoque cette hypointensité franche, qu'on appelle le blooming artefact, et qui confirme que la tumeur est pleine de fer. Il y a plein de substances qui provoquent cette hypointensité en T2 étoile. Et lorsqu'on injecte, vous avez un rehaussement, mais qui est modéré, un peu hétérogène au niveau de la coque, sur cette image-là. Et ça permet de faire attention à ce qu'il n'y ait rien ailleurs. Et ce qui est intéressant, vous avez vu ici sur cette image, c'est que finalement, cette patiente, elle avait aussi un rehaussement de la synoviale, donc une synovie associée, à distance de la tumeur, ce qui est une forme uniquement nodulaire. Si on fonctionne cet épanchement, probablement on aura un épanchement inflammatoire, puisqu'il y a plein de macrophages qui font plein de facteurs de croissance et de cytokines, et donc ça peut provoquer des synovies acutes. Donc si on résume, on a plutôt une hypo, une iso-intensité T1, un aspect hétérogène, hyper intense, hypo-intense T2, le blooming artefact hypo-intense en T2 étoile, et le rehaussement hétérogène et périphérique en T1 gadolinique. Donc ça, c'est typique. Et donc à l'IRM, on va se poser la question justement, est-ce que c'est bien ça? Mais je vous disais, est-ce que c'est localisé ou diffus? Et c'est là où on va bien lire toute l'IRM. Donc dans des formes comme ça ne pose pas trop de soucis. Il ne faut pas être expert pour voir qu'il y en a partout. Et donc, il y en a ici en arrière, dans les compliqués. Enfin, c'est des formes extrêmement invasives et assez difficiles à traiter. Et lorsque vous avez cette forme-là, vous avez vu quand vous faites une T2 étoile, vous avez plein d'hémosidérine ici qui est déposée un peu partout dans la synoviale, donc pour vous confirmer que c'est bien une forme diffuse. Donc là, c'est plus compliqué. C'est une patiente que j'avais pris en charge. On pensait initialement que c'était une forme localisée. Vous avez vu un nodule. Alors, il était plutôt latéral. Celui-là, il était palpable sous la peau. Avec donc ici en T1 et ici en T2, en densité de protons. Mais en fait, lorsqu'on fait de l'injection de produits de contraste, c'est tout l'intérêt d'en faire, on voit finalement que ce n'était pas seulement localisé ici, mais qu'elle en avait aussi au niveau décroisé, notamment en arrière, une zone assez classique, elle avait une synovite. Et quand on regardait cette synovite en T2 étoile, vous avez vu, il y avait de l'hémosidérine dedans. Donc globalement, c'était pas une forme localisée, mais une forme diffuse. En pratique, pour la prendre en charge, il faudrait faire une voie antérieure et postérieure. On va revoir que c'est peut-être des formes là qui sont finalement plutôt des formes à traiter par traitement systémique. Donc ça, c'est des propositions de classification en fonction de la gravité et l'envahissement de l'IRM.
Et dans cette étude, il montrait que ça, c'est le pronostic, et notamment la récidive. Et ben, plus c'est grave à l'IRM, plus il y a des risques de récidive. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les classer, et ça permet de stratifier la prise en charge à l'IRM. Ça, c'est pour montrer l'aspect extrêmement parfois délétère. Ça, c'est une prise en charge avec probablement une forme très diffuse avec une destruction importante. Donc, je vais aller vite sur les diagnostics différentiels, simplement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et que je pense que c'est des choses quand même qui ne sont pas si fréquentes que ça, mais on va quand même en parler. Donc, sachez qu'il y a deux grands types de diagnostics différentiels. Donc, on peut évoquer d'autres tumeurs de la synoviale, et notamment le lipome arborescent et la chondromatose synoviale, qui sont quand même encore plus rares. Donc, vous voyez, on est sur des choses qui sont quand même beaucoup plus difficiles, en tout cas lorsqu'on n'est pas un centre où on les prend en charge à voir. En revanche, ce qui est parfois un problématique, ce n'est pas tumoral. Et parfois, il y a des synovites de terre qui sont tellement prolifératifs que ça fait un aspect pseudo-tumoral, on va le revoir. Et enfin, il faut considérer les autres diagnostics différentiels où on a des synovites avec dépôt d'hémosidérine qui donnent ces artefacts. Et donc là, je vais vous citer hémophilie, hémarthrose, infection chronique. Et sachez que parfois, c'est compliqué parce que toute synovite chronique ou alors pathologie chronique, il peut y avoir des micro-saignements synoviaux et ça peut se voir à l'IRM. Donc, il faut se méfier de ce que je disais, ce n'est pas spécifique. L'aspect hypo-intense en T2 étoile. Et donc, il y a des critères bien précis. Donc, rapidement, une synovite de PR qui est beaucoup plus homogène. Et là, en T2 étoile, vous n'avez pas de dépôt d'hémosidérine. Et ce n'est pas du tout tumoral, c'est une synovite vraiment complètement calme, globale. Le lipome arborescent, c'est simple, simplement parce qu'il y a du gras et que je vous avais dit que sur la SVN, en T1, c'était hypo ou iso. Un lipome arborescent, c'est plein de gras, donc c'est hyper intense en T1. Ça ne pose pas trop de... Et vous avez vu, le rehaussement synovial, il est très fin. Ce n'est pas du tout à la surface des villosités. Donc, lipome arborescent, généralement, ça ne pose pas de problème. Chondromatose, ça peut être un peu plus compliqué, puisqu'ici, on a une prolifération assez forte. Ici, c'est un petit peu compliqué, avec plein de petites lésions arrondies. Et lorsqu'on regarde ici, on injecte, c'est là où en fait il y a une aspect typique, plein de petites billes. Vous avez des zones hypo-intenses entourées d'un rehaussement, et en fait l'articulation est remplie de billes de cartilage qui s'ossifient. Donc ça aussi, normalement, un radiologue qui est chevronné, c'est très caractéristique, mais vous voyez, il faut quand même faire une séquence Tirngado. C'est important d'avoir cette séquence-là. Et attention, en écho de gradient, vous voyez, en fait, on a un lumière artefact qui a des anomalies aussi qui donnent cet aspect hypointant, donc ce n'est pas spécifique. Et là, pour le coup, ces patients, il y avait la radio qui faisait le diagnostic avec les chondromatoses qui étaient évidentes. Dans les autres causes d'hémosidérine, donc on a l'hémophilie. Alors ça, c'est des dépôts très diffus, mais surtout, en fait, c'est pas si compliqué. On a le contexte. Normalement, c'est quelqu'un qui est connu, qui a fait des hémarthroses. Sachez que ça donne des dépôts. Attention au post-traumatique. Ici, c'est un exemple de synovite post-traumatique avec plein de dépôts aussi. C'est suite au saignement qu'on sait c'est chronicité. Donc là aussi, il y a le contexte clinique. Il y a des cas cliniques de tuberculose avec des synovites prolifératives avec des saignements à l'intérieur. Là, c'est la biopsie qui a fait le diagnostic. Et là, c'était un patient que j'avais eu avec j'ai biopsié une arthropathie arthrosique. Il y avait plein d'hémosidérine sur la synoviale. Et quand on regardait ici, par contre, en T1 Gado, ce n'était pas une prolifération, c'était assez fin. On a quand même fait une biopsie et c'était finalement pas du tout une SV. Donc, méfiez-vous, il y a quand même des diagnostics différentiels avec. Donc, je terminerai par une dernière question. C'est donc, on a vu que l'ensemble clinique et puis l'imagerie, c'était vraiment important pour en tout cas, ce qui permettait de faire le diagnostic. Donc, faut-il faire une biopsie pour faire le diagnostic et confirmer? Donc, la réponse, c'est non. Donc, ça, c'est une étude toute récente qui prenait de manière prospective une série de patients, 95 patients. C'est du multicentrique et de l'international. Donc, un quart des patients seulement ont besoin d'une biopsie. La plupart du temps, la clinique et l'IRM permet de faire le diagnostic, permet d'aller à la chirurgie. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que la chirurgie, il doit y avoir une analyse histo systématique, justement pour les diagnostics différentiels et évaluer le diagnostic ou pas. Mais dans, on va dire, 75% des cas, on arrive à faire le diagnostic sur l'IRM. Les biopsies à l'aiguille, on les réserve lorsqu'il y a des doutes diagnostiques ou alors lorsqu'on envisage un traitement systémique sans chirurgie, où là, à ce moment-là, on est obligé d'avoir un diagnostic avant de donner un traitement forcément. Donc là, c'est la patiente qui avait cette forme ici nodulaire.
Et donc, on fait une biopsie à l'aiguille. Hein. Ici, vous avez hop, de synovial qu'on peut prendre. Si vous savez faire dans votre centre des biopsies synoviales, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose de faire un SVN. Alors, méfiez-vous, parce que là, c'est une étude rennaise qui avait regardé justement est-ce que la biopsie à l'aiguille est bien corrélée à l'histologie finale. Pour cette patiente qui avait une SVN confirmée à la chirurgie, ils avaient tous eu des biopsies. Et en fait, il y avait seulement 3 biopsies qui avaient confirmé le diagnostic avant la chirurgie. Ça vous montre que c'est très hétérogène. Il va falloir vraiment bien utiliser votre écho pour bien cibler la lésion et multiplier les biopsies, parce que parfois, on peut passer à côté dans un endroit de la biopsie où il n'y a pas forcément histologie complète. Donc, si on résume, vous avez vu que le diagnostic de SVN n'est pas si simple. Il y a le terrain, hein, plutôt 40 ans, plutôt une femme, symptômes soit locaux, soit diffus. L'IRM, attention à toutes les séquences pour éliminer à la fois le diagnostic différentiel, faire le bilan d'extension. Et s'il y a un doute, si vous voulez faire un traitement systémique, à ce moment-là, faites une biopsie, mais autrement, on peut tout à fait proposer une chirurgie d'emblée. Donc, sachez que ça, vu que c'est rare, nous, les patients sont tout à fait dans une RCP sarcome. En fait, on a un recrutement globalement sur le département et la région. Donc, pour terminer complètement, c'est vraiment, on pourrait passer, si ça vous intéresse, un mercredi du COFER pour la prise en charge, mais c'est quand même pas une pathologie fréquente. Je vais vous résumer en une diapo les principes de la prise en charge. Donc, premièrement, les formes localisées nodulaires, celles qu'on a vues dans le topo. Sachez que là, vraiment, c'est une excellente indication de la chirurgie d'exérèse complète. Globalement, c'est plutôt fait en arthrotomie, en voie ouverte. Alors, certains centres le font en arthroscopie, mais le risque de récidive a été montré comme plus important lorsqu'on le fait en arthroscopie. Si jamais vous arrivez à tout enlever, ça permet de guérir en fait ces formes nodulaires. La synoviortèse isotopique est discutée dans ce cas-là, on n'en fait pas forcément systématiquement, et seulement si le chirurgien a un doute sur l'exérèse complète, et sans que, honnêtement, ce soit complètement confirmé l'intérêt. Et après, par contre, c'est des gens qui sont suivis régulièrement, mais ces formes localisées, on a plutôt un bon pronostic quand la chirurgie a été bien faite. Ce qui est plus compliqué, c'est ces formes diffuses. Vous pouvez complètement proposer une chirurgie d'exérèse, mais le sentiment des chirurgiens, c'est que c'est très compliqué, que dans des formes autour des vaisseaux, c'est quasiment impossible de tout enlever, et que c'est des formes diffuses débutantes où on a une chance, en faisant une voie ouverte antérieure et postérieure, assez délétère, d'enlever le plus possible. Donc, il y a des centres où, enfin, même ici, on s'est proposé aux patients. Quand c'est fait de manière minutieuse, on peut ne pas avoir de récidive, mais sachez que c'est quand même une pathologie qui est quand même très à même de récidive. Donc, c'est là où on essaye parfois des traitements systémiques. Donc, globalement, actuellement, c'est surtout le Glivec, l'imatinib, qui permet chez certains patients de réduire le volume tumoral. Ce n'est pas si simple à utiliser, mais sachez qu'en tout cas, on peut le prescrire. Il y a plein de questions encore qui se posent. Est-ce qu'on associe les deux? Est-ce qu'on fait un traitement systémique, chirurgie, traitement systémique? Ce n'est pas du tout encore bien formalisé. La synoviortèse isotopique, on a quand même tendance à la proposer, mais c'est vrai que ça dépend un petit peu du contexte. En tout cas, ce n'est pas systématique, c'est au cas par cas. Et donc là, on a une surveillance clinique IRM qui est importante, avec quand même pas mal de risques à terme de récidive. C'est des gens qu'on suit au long cours avec des IRM au moins annuels. Et puis, donc, réévaluation, éventuellement de nouveaux traitements systémiques, nouvelle chirurgie. En fait, c'est vraiment de la pathologie très, très chronique, hélas. Et puis, j'ai juste mis ça parce que c'était assez joli. C'était une patiente qu'on avait eue avec une forme nodulaire, classique atteinte antérieure, là, avec l'échogradient qui était très évocatrice, pardon. Et elle ne voulait pas se faire opérer parce qu'elle avait pas mal de choses de programmer. Donc, je lui ai fait une infiltration d'hexatrione parce qu'elle avait un épanchement et des blocages. Et donc, ça, c'est après injection d'hexatrione. En fait, c'est avant-après. On a cet aspect tumoral et là qui a complètement disparu. Et aussi confirmé ici, après injection de Gado, en fait, une injection d'hexa avait pu complètement faire disparaître macroscopiquement sa tumeur. Et ça concourt au fait que finalement, c'est une tumeur principalement inflammatoire. Et ce qu'on a laissé, par contre, en faisant ce traitement, c'est les cellules qui sécrètent le MCSF. Donc, c'est certainement pas un traitement curatif sur le long terme, mais on a des effets assez francs des injections d'hexatrione. Donc voilà, je vous remercie. J'étais un petit peu long. Je ne sais pas si Bruno a pu nous rejoindre. Oui, je
vous ai rejoint, mais sur le téléphone, donc un peu moins confortablement installé que quand je suis devant l'ordinateur. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. J'ai regardé au fur et à mesure et je n'ai rien vu. Tu as fini, Benoît, sur l'hexatrione qui semble avoir un intérêt. Est-ce que finalement, quand on voit ces patients, c'est pas par là qu'il faut commencer plutôt que de le mettre uniquement chez des patients qui refusent la chirurgie? Alors, le souci, c'est que ça va être la question, effectivement, de l'exérèse de la cellule tumorale. On peut appeler ça la cellule tumorale qui sécrète. C'est vrai que ça pourrait être une option chez quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une voie ouverte antérieure sur un genou, qui est actif sportive, etc. En se disant, en fait, on fait diminuer la composante inflammatoire, on surveille en IRM, et puis quand ça repousse, on en refait une. Alors ça, c'est pour ça que j'ai mis ce petit cas clinique comme une illustration, mais je suis pas sûr que sur le plan rigueur scientifique, il fallait vraiment tout en prendre compte. Mais depuis qu'on a eu cette expérience avec le chirurgien avec lequel on travaille, on en fait de plus en plus d'exemples. Et notamment dans ces formes-là, où finalement, en fait, il y a une question aussi qui n'est pas résolue du tout, c'est est-ce que la forme nodulaire et la forme c'est une continuité ou c'est deux choses complètement différentes? Parce que si tu as une forme nodulaire que tu injectes, mais que tu laisses les cellules en place sans traiter, peut-être que ça va diffuser et qu'il va tomber sur une forme non traitable. Donc là, globalement, peut-être le fait d'enlever le nodule très vite, ça permet de guérir le patient peut-être sur le long terme. Et ça, c'est une question, j'ai rien trouvé dans la littérature là-dessus. Je ne sais pas si c'est le cas. Parce qu'en fait, nous, les fois où on a discuté avec les chirurgiens, ils sont toujours extrêmement ennuyés en se disant ça va être un vrai chantier et avec un gros risque d'enraidissement derrière. Donc, ils ne sont jamais enthousiastes. Il y a une question de Christian Marcelli ou de son équipe sur le délai optimal entre la chirurgie et la synoviorthèse isotopique. Alors, nous, quand on l'en fait, c'est 3 mois. Alors, si j'avais pris ça dans la littérature, c'est 3 à 4 mois après la chirurgie pour éviter qu'il y ait trop encore de néovascularisation et que le produit puisse diffuser, parce que c'est un des soucis. C'est qu'il y a du radioisotope qui part forcément dans la circulation, et notamment lymphatique. Et c'est pour ça que la population de jeunes femmes de 20 à 40 ans, il y a quand même c'est bien conseillé, il y a parfois un risque un peu gonadique, passage des isotopes dans le lymphatique membre inférieur. On en fait vraiment que quand il n'y a pas ce contexte-là et que on a le chirurgien qui nous dit je pense que ce serait intéressant parce qu'il en reste. Mais donc c'est vraiment du cas par cas. J'ai du mal à donner une indication très claire de la sinuosité isotopique, mais c'est pas chez nous systématique. Une question, sur Paris, il y avait 2 endroits qui faisaient des synoviorthèses isotopiques et à ma connaissance, il n'y en a plus. Comment tu fais toi? Tu t'es mis en rapport avec tes nucléaristes pour avoir une mise à disposition quand on a besoin d'ampoules? Moi, j'ai un ami, entre guillemets, donc c'est Jean-David Albert, qui est à Rennes, qui en fait encore. Donc, c'est notre collaborateur, on n'en fait plus à Nantes. D'accord, ok. Bon, après, ça se fait plutôt pas mal. Les gens comprennent, ils vont à Rennes, ils se font faire leur injection. Mais c'est vrai qu'on n'en a plus localement. C'est trop compliqué à remettre en place. Il faut une chambre plombée, il faut une certification. Enfin, et justement, la valeur ajoutée thérapeutique n'était pas telle que nous, on l'a remis en place localement. Très bien. Une question de Mathilde Nicolas sur la localisation des SVN. Tu l'as un petit peu dit. Donc, le genou est l'articulation la plus atteinte, mais est-ce que ça peut toucher d'autres articulations dans la littérature? Qu'est-ce qu'on a comme description de localisation? Ouais, alors, donc c'est 80% de genoux. Ensuite, c'est la cheville, à peu près 5-10%, la hanche, 5-10%. Et puis le reste, c'est vraiment très, très rare. Tout a été décrit, l'ATM, le rachis. Et ça concourt un peu. Il y avait une hypothèse un peu microtraumatique de la SVN à un moment. Mais c'est vrai que c'est hanche, genou, cheville. C'est concourt à cette hypothèse. Même dans la spondylarthrite, une connexion, mine de rien, entre le mécanique et l'inflammatoire. Donc, c'est pas exclu. En tout cas, oui, c'est genou, cheville, puis hanche. Très bien. Et je ne vois pas d'autres questions. Non, ça c'est bon. Et alors, dernière question peut-être comme leur tour. Tu as dit que c'était les chirurgiens qui les envoyaient, c'est-à-dire, alors que nous, on est plutôt dans le sens inverse, c'est plutôt nos collègues, on en voit peu ici à la Pitié, et ce sont plutôt nos collègues qui les envoient directement aux chirurgiens. Donc, quelle organisation vous avez mis en place? Vous avez un chirurgien référent, plus toi et… C'est ça. Donc, en fait, effectivement,
le recrutement se fait via les rhumatologues et les orthopédistes de ville et qui généralement me l'envoient en première intention. Alors ça paraît étonnant, mais c'est pour l'évaluation du diagnostic différentiel. Mais en extension, moi je le présente au staff et c'est surtout que maintenant on prescrit de plus en plus de traitements systémiques, notamment du Glivec, et ça les chirurgiens ne voulaient pas le prendre en charge. Donc c'est moi qui me suis mis à prescrire donc, le Glivec, à faire une surveillance par rapport à ce traitement, etc. Donc le circuit est un peu plus médical à Nantes, mais ça va vraiment dépendre du local. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même une tumeur rare, donc on a un chirurgien, un médecin et puis un staff. Ok. Très bien. Bah, écoute, Benoît, c'était particulièrement clair. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur cette pathologie qu'on voit régulièrement, mais qui est quand même pas, qui reste rare et qui souvent nous enthousiasme pas vu le risque fonctionnel pour les patients. Donc, merci, c'était super clair. Merci à tous pour avoir participé à cette webconférence et puis à bientôt. Bonne journée à tous.